Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie d'un livre. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'Espiration, un recueil de nouvelles de Ted Chiang, paru chez Folio SF en 2022. Ce recueil comporte 9 nouvelles de science-fiction, Le marchand et la porte de l'alchimiste, Espiration, Ce qu'on attend de nous, Le cycle de vie des objets logiciels, La nurse automatique brevetée de Daisy, La vérité du fait, la vérité de l'émotion, Le grand silence, Omphalos et L'angoisse et le vertige de la liberté. Chacune de ces nouvelles invite les lecteurs à s'interroger sur différents aspects, le rapport au temps, au libre arbitre, à l'éducation, à la vérité, à la technologie. Je vais vous les présenter chacune brièvement. Si vous voulez plus spécifiquement regarder la présentation d'une de ces nouvelles, je vous invite à regarder le timecode en bas de la vidéo ou dans la description. Le marchand et la porte de l'alchimiste ouvre le recueil de manière assez inattendue. En effet, l'ambiance est ici celle d'un conte des mille et une nuits. Un marchand tente de se sortir d'un mauvais pas en faisant le récit d'événements spectaculaires étant survenus à Bagdad et au Caire, et qui impliquent un vieil alchimiste et une mystérieuse porte qui ouvre sur d'autres temps. J'ai été surprise au départ de me trouver plongée dans ce décor plutôt que dans un environnement plus traditionnel de la SF, mais pour ma part, j'ai tout de suite été conquise par le style d'écriture de l'auteur. Celui-ci s'adapte complètement à son sujet, et c'est bien un conte qu'on lit ici. Cette fluidité de l'écriture et son adaptation au style de récit constituent l'un des points forts de l'auteur selon moi et se retrouve dans toutes les nouvelles suivantes. L'intrigue de cette première nouvelle est très bien construite et apporte une vision rafraîchissante sur le voyage temporel. Espiration, qui donne son nom au recueil, est également écrite sous la forme d'un témoignage, cette fois gravé. L'identité du narrateur et la nature du monde dans lequel il vit ne se dévoilent que progressivement au cours de l'intrigue, à mesure que lui-même prend conscience de certains phénomènes. Il est difficile de trop en dire au sujet de l'intrigue sans nuire au suspense. Je dirais donc simplement qu'il s'agit d'une nouvelle de science-fiction, sans doute plus classique dans sa construction comme dans son dénouement que la première, mais qui sait habilement faire deviner au lecteur sa conclusion avec un temps d'avance sur le narrateur. Ce qu'on attend de nous est un court texte assez glaçant. Il fait figure d'avertissement à l'égard d'un dispositif technologique qui interroge le libre arbitre de l'humanité et qui peut remettre en question sa volonté même de vivre, puisque face à cet outil, on en est à se demander si les choix qu'on fait sont réellement des choix et si en fait on a la moindre action possible sur le monde. Le cycle de vie des objets logiciels nous emmène à la rencontre de Derek et Anna, deux employés de l'entreprise Blue Gamma qui travaillent sur la création d'êtres virtuels nommés les Digimos. Ces créatures ont l'esthétique un peu chibi de bébés animaux ou de robots steampunk, c'est selon le modèle. Ils ont une intelligence presque humaine. Donc les Digimos ont vocation à servir de compagnons aux humains, notamment dans leur monde virtuel. La nouvelle aborde de nombreuses thématiques: les contours de l'humanité, de l'intelligence artificielle, le respect des droits d'autrui, l'apprentissage, l'émancipation, l'attachement, mais aussi l'évolution des technologies et leur obsolescence, comme le laisse présager le titre de la nouvelle. Le récit confronte plusieurs points de vue en alternant entre les deux narrateurs, mais aussi en reproduisant des messages postés sur Internet comme sur des forums d'échange. Avec près de 150 pages, il s'agit de la nouvelle la plus longue du recueil. C'est dommage car si le concept est bon, la nouvelle aurait gagné à être plus courte dans la lignée des autres textes. À l'image du nombre de possesseurs de Digimon qui va toujours en diminuant graduellement au fur et à mesure de la nouvelle, le lecteur ressort aussi un peu lassé du récit, alors même que les réflexions philosophiques sont intéressantes. La nurse automatique brevetée de Daisy, ou Daisy, je ne sais comment le dire, prend la forme d'un article expliquant l'histoire de nourrices robotiques créées au XIXe siècle pour s'occuper des enfants en suivant les grands principes de l'éducation victorienne. On est là dans une nouvelle un peu plus steampunk. Bien sûr, on se doute que l'expérimentation va tourner court, et il s'agit à nouveau d'un texte amenant à réfléchir à l'éducation
mais sous un angle bien différent et sous un format, à mon sens, bien plus efficace que la nouvelle précédente, le cycle de vie des objets logiciels. La vérité du fait, la vérité de l'émotion entrecroisent deux récits. L'un est celui d'un journaliste vieillissant qui s'interroge sur les bienfaits d'une nouvelle évolution technologique qui remplacerait la mémoire humaine, faillible, par une mémoire artificielle. Ce nouvel outil permettrait d'opérer des recherches dans ses souvenirs et d'extraire des clips vidéo des moments vécus. Il serait ainsi de nature à mettre en concurrence la perception d'un moment avec la réalité de ce moment, ce qui ne va pas sans poser problème. On est tous persuadés certaines fois de se souvenir parfaitement de quelque chose, et en fait, si on nous mettait la vidéo de ce souvenir devant les yeux, on se rendrait compte qu'on a complètement reconstruit un souvenir. L'autre récit suit Jinjinji, je ne sais pas si je le prononce bien, un jeune Tiv qui vit l'irruption des Européens dans son village et avec eux l'arrivée de l'écriture, alors que sa culture était jusqu'à maintenant une culture orale. Son apprentissage de l'écriture va lui aussi l'amener à s'interroger sur le sens de la vérité, sur la différence entre vérité et perception qu'en ont les participants à un événement et sur la manière dont celui est consigné par écrit. L'alternance entre les 2 récits surprend au départ, mais on ne tarde pas à comprendre, la raison de l'entrecroisement des 2. Bien que les intrigues, toutes les 2 soient présentes à lire, je me suis sentie plus proche de celle qui concerne le journaliste, à la fois peut-être pour des raisons culturelles, mais aussi parce que l'impact de la technologie sur sa vie est montré de manière beaucoup plus intimiste. Le Grand Silence cherche à nous faire réfléchir au paradoxe d'une recherche de vie extraterrestre par l'humanité, alors que d'autres espèces intelligentes se trouvent auprès d'elle. Le parti pris de faire parler le membre d'une espèce en voie d'extinction est touchant et bien amené. La dernière phrase de la nouvelle est à ce titre à la fois tendre et poignante, mais je ne la divulguerai pas parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le plaisir de la lire par vous-même. Dans la nouvelle suivante, Omphalos, la narratrice est une scientifique laïque vivant dans un monde où le créationnisme est une vérité scientifique établie, confirmée par des preuves. Dieu a bel et bien créé les premiers végétaux, animaux et hommes, dont on retrouve les vestiges et les momies. Pourtant, la narratrice va faire une découverte bouleversante en partant à la recherche d'un voleur d'artefacts. Ce récit se lit en quelque sorte comme une enquête policière puisqu'on suit les traces d'une chercheuse découvrant avec stupeur un trafic d'objets archéologiques. À travers son journal, on assiste tout autant à l'évolution de son enquête qu'à l'impact qu'ont ses découvertes sur ses réflexions personnelles et sur sa vision du monde. L'angoisse et le vertige de la liberté est la seconde nouvelle la plus longue du recueil, puisqu'elle fait presque 100 pages. C'est néanmoins l'une de mes préférées. Dans ce récit, des prismes, sortes d'appareils électroniques, permettent de dialoguer avec son alter ego provenant d'un monde parallèle. Cette possibilité se traduit par des opportunités inouïes d'apprendre ce qui se serait passé si on avait pris une autre route, pris une autre décision. Mais elle comporte aussi son lot de désagréments. Dana, une psychologue, anime ainsi un groupe de soutien pour les personnes devenues dépendantes des prismes ou dépressives à la suite de leur utilisation. Avoir la sensation que ses doubles réussissent toujours mieux, d'avoir toujours fait le mauvais choix, n'est en effet pas toujours une sinécure. Dana elle-même se considère comme immunisée au prisme, puisqu'elle est certaine d'avoir déjà fait le pire choix possible dans sa vie. Au contraire, Anna, qui assiste à son groupe de soutien, travaille dans une sorte de cybercafé où il est possible de louer un prisme pour un certain temps, et elle s'interroge en revanche sur son parcours de vie. Cette histoire d'univers parallèle est très bien traitée. On y retrouve deux narratrices attachantes, avec des visions très différentes de l'usage pouvant être fait des prismes, mais aussi des personnages secondaires travaillés. L'action est au rendez-vous puisque le patron d'Anna, Muro, est le roi de la magouille, et il va tout faire pour l'entraîner dans des combines risquées. L'angoisse et le vertige de la liberté concluent donc l'ouvrage en beauté, mais en fait, l'ouvrage n'est pas tout à fait fini une fois la dernière nouvelle parcourue. Pourquoi? Parce que les nouvelles sont suivies de notes sur les textes expliquant au lecteur leur genèse, le principe scientifique qui a inspiré l'auteur, et puis les intentions de Ted Chiang à l'égard des nouvelles. Donc j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à lire ces quelques notes. J'ai par exemple découvert que les nouvelles La Nurse automatique et Le Grand Silence avaient été réalisées pour accompagner d'autres œuvres à l'occasion d'expositions dans les musées. Pour l'un, c'était un artefact imaginaire, donc une fausse nurse automatique, et pour l'autre, c'était une installation vidéo avec l'espèce en question qui est
utilisés dans la nouvelle. Donc, pour résumer, Expiration est un recueil dont se régaleront les lecteurs de SF à la recherche de réflexion et d'une grande diversité de styles de nouvelles. Et voilà pour mon avis sur cet ouvrage, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite comme d'habitude une belle journée et surtout de bonnes lectures.